Papa, cette année on fêtera le repas en famille restreinte. Tu n'es pas invité. C'est ainsi qu'a commencé la trahison, et je ne la méritais certainement pas. Et quand sa femme a ajouté que je n'avais pas encore mérité une place à leur table, j'ai répondu par une seule chose. J'ai annulé tous les prélèvements automatiques. 1 heure plus tard, j'avais 95 appels manqués. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a tout renversé. Mais avant d'entrer dans le vif de cette histoire, abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire d'où tu nous écoutes. Le message est arrivé à 15h47, un mercredi, 2 jours avant le grand dîner de famille. J'examinais le portefeuille d'un client quand mon téléphone a vibré contre le bois d'acajou de mon bureau. J'ai baissé les yeux, m'attendant à une confirmation des plans pour le repas du jeudi. Peut-être Michel me demandait-il à quelle heure j'arriverais ou ce qu'il voulait que j'apporte. À la place, j'ai lu « Papa, cette année on fêtera le dîner seulement avec la famille proche. Tu n'es pas invité !» Je suis resté à fixer l'écran et je l'ai relu. Les mots ne se sont pas réarrangés par magie pour prendre un sens. Mes lunettes de lecture ont glissé sur l'arête de mon nez, tandis que je me penchais, comme si la proximité pouvait altérer la signification. Seulement la famille proche. J'étais son père. Qu'y avait-il de plus proche que le même sang? Avant que je puisse l'assimiler, un autre message est apparu dans le groupe familial. Le nom de Laetitia s'est allumé avec ce petit indicateur signalant qu'elle écrivait. Et puis ces mots se sont matérialisés comme une gifle en plein visage. Peut-être qu'un jour tu mériteras le droit de t'asseoir à table avec nous, Guillaume. Pas encore. J'ai senti une pression sourde dans la poitrine. J'ai posé le téléphone sur le bureau avec un soin absolu, comme on lâche un objet de cristal qui pourrait voler en éclats au moindre geste brusque. Mais le fragile, ce n'était pas moi. C'était moi qui avais tout maintenu sous contrôle pendant 8 ans, depuis la mort de mon épouse, qui m'avait laissé plonger dans un océan de culpabilité, à essayer de prouver à mon fils que je pouvais encore être le père qu'il méritait, malgré le vide laissé par sa mère. J'ai repris le téléphone. J'ai fait défiler l'historique du groupe. J'ai retrouvé la conversation d'il y a 3 mois, où Michel me demandait si je pouvais couvrir le crédit immobilier juste quelques mois, le temps de s'adapter à son nouveau poste. J'ai retrouvé le message de Laetitia du printemps dernier au sujet de l'école privée, m'expliquant que c'était un investissement dans l'avenir des enfants et me demandant si, vraiment, je ne voulais pas investir dans l'avenir de mes propres petits-enfants. Et j'ai retrouvé mes propres réponses, chacune une variante de « bien sûr », c'est fait, virement envoyé, ce qu'il vous faut. Mes doigts ont bougé presque de leur propre volonté. J'ai ouvert l'application de la banque, j'ai navigué jusqu'à la section des paiements récurrents et je suis simplement resté à fixer la liste. Je l'ai observé avec attention, peut-être pour la première fois depuis que j'avais tout mis en pilote automatique. Le crédit de la maison, la mensualité de l'Audi de Michel, la mensualité du SUV de Laetitia, les frais de scolarité de l'école privée des 2 enfants, l'assurance habitation, l'électricité et l'eau, le bouquet de chaînes premium, le prélèvement automatique de la carte de crédit de Laetitia, parce qu'elle m'avait convaincu que ces frais de représentation étaient en réalité des investissements pour les opportunités d'affaires de Michel. J'ai murmuré la somme, laissant chaque syllabe flotter dans l'air lourd du bureau désert. 7 600 € par mois. Des pas se sont approchés dans le couloir. Étienne, le conseiller du bureau d'à côté, s'est arrêté sur le seuil de ma porte, déjà en manteau. Sa voix sonnait joyeuse, sans le poids du monde sur les épaules. « Guillaume, tu pars bientôt. Joyeuse fête !» J'ai levé les yeux et j'ai remis mon masque habituel. « Toi aussi, Étienne, rentre prudemment. » Il m'a fait un geste de la main et a disparu dans le couloir. J'ai entendu le tintement de l'ascenseur, puis le silence est revenu régner. Presque tout l'immeuble s'était déjà vidé pour profiter du long week-end. J'étais seul avec mon téléphone, l'écran de mon ordinateur et une clarté mentale que je n'avais pas éprouvée depuis des années. J'ai relu le message de Laetitia une fois de plus. Peut-être qu'un jour, tu mériteras le droit. Comme si je n'avais rien mérité. Comme si ces 7 600 € par mois n'étaient qu'une attente, une obligation. Le prix que je devais payer pour le privilège de voir mes petits-enfants de temps en temps, lors d'un événement que Laetitia jugerait approprié à ma présence. L'écran est devenu un peu flou. J'ai retiré mes lunettes et les ai posées près du clavier.
Sans elle, les chiffres dans l'application de ma banque sont devenus confus, indistincts. Mais je n'avais pas besoin d'une vue parfaite pour comprendre ce que je voyais. Cela faisait des années que je regardais cette réalité sans vouloir vraiment la voir. J'ai pensé à appeler Michel directement, à exiger une explication, à lui demander ce que diable j'avais fait pour mériter ce mépris. Mais je connaissais déjà la réponse. Rien. Je n'avais rien fait d'autre que de me rendre indispensable et invisible en même temps. J'étais un carnet de chèques avec un pouls, précieux uniquement pour ce que je pouvais fournir, et facilement jetable dès que j'attendais quelque chose d'aussi irrationnel qu'une chaise à la table familiale. Mon pouce a flotté au-dessus de l'application de la banque. Le bureau était dans un silence sépulcral. À travers la baie vitrée, je voyais le soleil descendre vers l'horizon, teignant le ciel de Lyon de tons cuivrés et ambrés au-dessus des monts du Lyonnais. Magnifique et complètement indifférent. La ville continuerait de bouger, que je passe la journée seul ou entouré d'une famille qui ne me tolérait que pour mon portefeuille. J'ai rouvert le groupe familial. J'ai relu les 2 messages, puis j'ai parcouru lentement la liste des paiements de ma banque. Chaque prélèvement représentait une décision que j'avais prise. Une compensation pour ne pas avoir été assez présent quand sa mère était malade, pour avoir travaillé trop d'heures quand Michel était petit. Pour chaque échec ressenti que j'avais tenté de réparer avec de l'argent, parce que l'argent était une langue que je comprenais, quelque chose que je pouvais contrôler. Je suis resté à fixer la liste jusqu'à ce que les chiffres s'impriment sur mes rétines. Ma voix est sortie plus rauque que prévu, aussitôt absorbée par le fauteuil de cuir et les murs vides. Ils ne veulent que leur famille proche. Voyons à quel point leurs dettes sont proches. Mes pouces ont glissé sur l'écran avec une fermeté qui m'a surpris moi-même. Le message que j'ai écrit dans le groupe était bref, ne laissant aucune place à l'idée qu'une négociation était sur la table. Merci de m'avoir prévenu. Dès aujourd'hui, j'annule tous les prélèvements automatiques. Passez de bonnes fêtes. Je l'ai relu 2 fois. Je n'ai pas changé une seule virgule. J'ai appuyé sur envoyer. Les petites coches sont apparues, confirmant la remise. Je les ai vues devenir bleues. Lu. Michel comme Laetitia l'avaient vu. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai maintenu mon doigt sur le nom du groupe jusqu'à ce qu'apparaisse l'option de quitter la conversation, et je l'ai touché sans hésiter. Une petite boîte de dialogue m'a demandé si j'étais sûr. J'ai sélectionné « Oui ». La discussion a disparu de mon écran pour toujours. J'ai ouvert mon ordinateur portable à côté du téléphone, disposant les 2 appareils pour pouvoir travailler sur différentes plateformes à la fois. L'application de la banque sur le mobile, les portails web des institutions sur le grand écran. J'avais configuré ces paiements méthodiquement au fil des années. Il m'a paru poétique de les démanteler de la même manière. D'abord, le crédit immobilier. 3 000 € programmés pour être prélevés le premier jour de chaque mois. Je suis entré sur le site de ma banque principale, je me suis connecté et j'ai cherché la section des prélèvements. Le voilà avec son élégant statut actif en vert. Le curseur de la souris a flotté au-dessus de « Annuler le paiement programmé » pendant environ 3 secondes. Puis j'ai cliqué. Une fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce prélèvement récurrent? Le destinataire ne recevra pas de notification automatique. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Le statut est passé du vert au gris. « Annulé », ai-je murmuré au bureau désert. 3 000 €? Plus jamais. Puis sont venus les contrats de location longue durée des voitures. D'abord celui de Michel, une berline de luxe qui, selon lui, était strictement nécessaire pour ses rendez-vous clients, alors que son poste commercial lui permettait de travailler presque toujours depuis chez lui. 650 € par mois. Annulé. Ensuite, le SUV de Laetitia, celui qu'elle avait justifié en disant qu'elle avait besoin d'un transport sûr et fiable pour mes petits-enfants. 700 €. Annulé. Pendant que je cliquais sur chacun, je parlais à voix basse, répétant les mots de Laetitia dans la pièce vide. Peut-être qu'un jour, tu mériteras le droit de conduire ces voitures. Pas encore. Vint ensuite la scolarité de l'école privée. 1 600 € par mois pour les 2 enfants. On me la facturait par trimestre, mais dans mon calcul mental, je la lissais sur le mois. Cela a exigé d'entrer sur un autre portail. Plus de clics, plus de fenêtres me demandant si j'étais sûr. Oh oui, je l'étais. L'assurance habitation,
les charges, le bouquet premium qui coûtait plus cher que le mien. Chaque annulation me prenait entre 2 et 4 minutes. Mots de passe, questions de sécurité, labyrinthe de menus conçus pour vous faire abandonner. Je les ai tous résolus avec la patience d'un homme qui passait 40 ans dans le conseil financier. Quelqu'un qui comprenait parfaitement qu'un travail minutieux prend son temps. À un moment, alors que je suspendais le prélèvement de l'électricité, mon téléphone s'est mis à vibrer. Le nom de Michel est apparu à l'écran. Sa photo, prise 3 Noëls plus tôt, quand il me souriait encore, illuminait la notification d'appel entrant. Je l'ai regardé, j'ai tendu la main sans fixer directement l'écran et j'ai retourné le téléphone face contre le bois. La vibration a continué 30 secondes, puis s'est arrêtée. Le silence a duré à peine 2 minutes avant de reprendre. Le même nom, la même photo. J'ai gardé les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur, cliquant pour annuler le paiement du câble. Quand j'en ai terminé avec la carte de crédit de Laetitia, le dernier élément de ma liste, celui qui avait silencieusement accumulé ses frais de représentation à une moyenne de 900 € par mois, mon téléphone était déjà passé par plusieurs cycles de vibration, silence et reprise. J'ai refermé l'ordinateur d'un clic sec qui a résonné fort dans le silence du bureau. La pendule marquait le début de la nuit. J'avais travaillé un peu plus d'1 heure. Dehors, le centre de Lyon s'était transformé, allumant son ambiance nocturne. Les terrasses des restaurants commençaient à se remplir. Les lumières éclairaient les trottoirs. Les gens commençaient leur célébration en avance. J'ai rangé mes affaires sans me presser, l'ordinateur dans ma sacoche de cuir. Le téléphone, je l'ai pris et glissé dans ma poche, toujours face contre moi, vibrant par intermittence. J'ai pris mon manteau au porte-manteau derrière la porte. J'ai fermé mon bureau à clé. J'ai marché vers l'ascenseur, descendu au parking souterrain et je suis monté dans ma voiture. Pendant tout ce temps, mon téléphone n'a pas cessé de bourdonner contre ma cuisse, comme un insecte furieux pris dans une toile d'araignée. Le trajet jusqu'à mon appartement m'a pris 20 minutes avec une circulation modérée. J'habitais dans une résidence neuve près du quartier d'affaires, un 2 pièces qui m'avait paru immense quand j'avais emménagé après avoir vendu la maison familiale, mais qui semblait maintenant parfait pour quelqu'un qui n'avait à satisfaire les attentes de personne. Une fois à l'intérieur, j'ai posé la sacoche sur la console de l'entrée et j'ai enfin sorti le téléphone. L'écran de verrouillage était un désastre absolu de notifications. 95 appels manqués. L'application de messagerie affichait 43 textes non lus. J'ai consulté le journal des appels. Michel, 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 Laetitia, Michel, Laetitia, Laetitia. Un numéro inconnu. Probablement Barbara, alertée par la crise et tentant de jouer les médiatrices. Michel, Michel, Michel. J'ai coupé la sonnerie complètement et désactivé la vibration. J'ai posé le téléphone face vers le haut sur mon bureau, où je pouvais voir l'écran s'allumer en silence à chaque nouvelle tentative. Je suis allé à la cuisine et j'ai sorti une bouteille d'Armagnac hors d'âge du placard, une bouteille que je gardais depuis des années pour une occasion spéciale qui n'était jamais venue. J'ai pris un verre en cristal de ce service que je n'utilisais jamais parce que je n'avais personne avec qui trinquer. 2 doigts de liquide ambré ont reflété la lumière au-dessus de l'évier. J'ai porté le verre vers la baie vitrée du salon et j'ai laissé les lumières de l'appartement éteintes. La métropole s'étendait devant moi en couches de lumière. Les lampadaires, les fenêtres des immeubles, les rivières de feux rouges et blancs de la circulation sur les grands axes. Derrière moi, l'écran du téléphone brillait sur le bureau. Encore un appel silencieux. Je ne me suis pas retourné. L'Armagnac était doux, profond, coûteux. J'ai bu une gorgée lente et j'ai laissé la chaleur me parcourir la poitrine. Ma voix est sortie en un murmure au milieu de l'obscurité. 8 ans. 8 ans à essayer de compenser son absence. Et pas un seul jour de gratitude. L'écran du téléphone s'est éteint. Il est resté noir 1 minute et demie, puis s'est rallumé. Encore un appel. Encore une tentative désespérée de joindre l'homme qui venait de leur couper l'approvisionnement en oxygène financier. J'ai imaginé la panique de Michel consultant les notifications de sa banque, voyant les paiements rejetés et comprenant ce qu'ils signifiaient. J'ai imaginé la fureur de Laetitia faisant le compte des dettes qui lui tombèrent dessus, réalisant que son arrogance lui avait coûté bien plus cher qu'elle ne l'avait cru. J'ai bu une autre gorgée et j'ai continué de regarder la ville. Derrière moi,
Le téléphone clignotait encore, muet et inutile. Demain était jour férié. Je le passerais comme bon me semblerait. Peut-être cuisinerais-je quelque chose de simple, ou peut-être sortirais-je. Je chercherais un bon restaurant qui servirait un dîner et je m'assoirais à une table entourée d'inconnus qui ne me devaient rien et n'attendaient rien en retour. Le verre d'Armagnac était à moitié vide ou à moitié plein, selon comment on le regardait. C'était sans doute la différence. Je voyais enfin les choses sous un autre angle, sans le filtre de la culpabilité, de l'obligation ou de mes tentatives désespérées de réparer le passé. Je voyais simplement ce qui était vraiment là. Le téléphone s'est rallumé derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Les lumières de la ville étaient bien plus intéressantes. Le matin du jeudi, je me suis réveillé enveloppé de silence, sans téléphone qui bourdonne, sans appel d'urgence, sans crise exigeant mon attention immédiate. Seulement, la faible lumière du soleil d'hiver filtrant à travers les stores de ma chambre et le grondement lointain de la circulation de la ville. La plupart des gens préparaient leur repas de famille. Moi, j'ai préparé du café. Ma salle à manger est devenue mon poste de commandement. Ordinateur ouvert, carnet à droite, stylo parallèle au bord du papier, habitude ancrée par 40 ans de réunions avec des clients. J'ai ouvert le dossier des documents immobiliers sur mon ordinateur et j'ai commencé à consulter des fichiers que je n'avais pas regardés depuis des années. Le premier fut l'acte d'achat de la maison, dans le quartier huppé où il vivait. J'ai fait défiler jusqu'à la section sur la propriété et j'ai surligné le passage pertinent avec le curseur. Unique propriétaire, Guillaume Berger, sans co-signataire ni bail enregistré. Je l'avais acheté 6 ans plus tôt comme un bien d'investissement, un endroit où Michel et Laetitia pourraient s'installer pendant que je couvrais les frais. Le mot « provisoire » avait été employé très souvent dans ces premières conversations. D'une manière mystérieuse, le provisoire était devenu éternel. J'ai pris des notes dans mon carnet d'une écriture précise, malgré le léger tremblement de mes doigts apparu cette dernière année. Bien acquis en janvier 2018. Prix total, 750 000 €. Crédit intégralement remboursé en 2021. Titre de propriété uniquement à mon nom. Ensuite sont venus les contrats de location des véhicules, tous deux ouverts dans des fenêtres séparées sur mon écran. Le SUV Toyota de Laetitia, loué en mars 2022. L'Audi de Michel, en août 2023. J'ai lu les petites lignes que j'avais à peine parcourues à la signature. Locataire principal, Guillaume Berger. Conducteur autorisé, Michel Berger. Le second véhicule ne mentionnait même pas Laetitia. Elle ne le conduisait que sous l'autorisation de Michel. J'ai murmuré à l'appartement vide. Unique propriétaire, sans co-signataire, sans bail. C'est plus net que dans mon souvenir. Mon café avait refroidi. Je n'ai pas pris la peine de le réchauffer. L'après-midi du vendredi m'a trouvé assis dans le même fauteuil. Mon ordinateur était toujours ouvert et je me suis consacré à une recherche d'un tout autre genre. Avocat spécialisé en immobilier à Lyon. J'ai lu des avis, vérifié des références et comparé des annuaires juridiques. Je n'avais aucun contact personnel dans ce domaine. Je voulais quelqu'un qui ne connaisse pas ma famille. Quelqu'un qui verrait cela comme une affaire pure et dure. Le nom de maître Robert Lemaire est apparu sur 3 listes de recommandations différentes. Litiges immobiliers, droit des contrats, 15 ans d'expérience. Son cabinet se trouvait au Brotteau, à 2 pas des galeries d'art où Joséphine m'emmenait avant de tomber malade. J'ai rempli son formulaire de consultation en ligne et sélectionné le premier rendez-vous disponible. Lundi, tout décembre, à 10 h du matin. Clique sur Envoyer. Le courriel de confirmation est arrivé 30 secondes plus tard. Le matin du samedi, je lisais dans ma chambre quand mon téléphone a émis le son d'alerte de la caméra de la sonnette. J'ai ouvert l'application et j'ai vu Michel et Laetitia se matérialiser sur mon écran, plantés dans le couloir devant ma porte. Michel a levé la main pour frapper, un geste hésitant, presque comme s'il demandait pardon avant même de commencer. Laetitia se tenait derrière lui, les bras croisés, remuant la bouche comme si elle lui donnait des instructions. J'ai monté le volume. Les jointures de Michel ont touché le bois. 3 coups doux, comme s'il ne voulait pas déranger les voisins. La voix de Laetitia s'est filtrée, faible mais reconnaissable. Plus fort, c'est sûr qu'il nous ignore.
Michel a réessayé, un peu plus fort. Je les observais depuis mon fauteuil, l'écran du téléphone posé sur mon genou, regardant mon fils interpréter la pantomime de la réconciliation. Laetitia a fait un pas en avant, le visage déformé par la frustration. « Guillaume, ouvre cette porte. Tu ne peux pas abandonner ta famille comme ça. » Son poing a frappé la porte avec violence. Michel a haussé les épaules, tendu la main et lui a touché le bras. « On devrait peut-être partir. » Elle s'est dégagée de sa prise. Elle a frappé de nouveau. Elle a crié mon nom 3 fois encore, chaque répétition plus aiguë que la précédente. J'ai vu son visage rougir sur l'image granuleuse de la caméra. J'ai vu Michel jeter des regards nerveux vers l'ascenseur. Je les ai vus rester plantés là, près de 10 minutes, jusqu'à ce que Laetitia prenne enfin Michel par le coude et le traîne dans le couloir. Ils ont disparu du cadre. J'ai entendu l'écho de l'ascenseur à travers les murs. J'ai posé le téléphone. Je suis revenu à mon livre. Dimanche soir, j'étais à la table de la salle à manger, classant des documents dans des chemises, quand Barbara a appelé. Je suis resté à fixer son nom à l'écran pendant plusieurs sonneries, avant de répondre. « Guillaume, je t'en prie, ils sont désespérés. » Sa voix tremblait. Une angoisse sincère, plutôt que de la manipulation, du moins au début. Les enfants ont besoin de leur grand-père. Ne détruis pas cette famille pour une seule erreur. J'ai gardé un ton mesuré, imperturbable. Je ne détruis rien, Barbara. Je choisis simplement de ne pas financer ceux qui me traitent avec mépris. Mais ils ont déjà demandé pardon. Non. Laetitia m'a dit que je n'avais pas mérité le droit de m'asseoir à table avec ma propre famille. Michel a été d'accord par son silence. Ce n'est pas une erreur. C'est une démonstration, on ne peut plus clair de la façon dont il me voit. Elle a changé de tactique. Je l'ai senti à sa respiration dans la brève pause avant de lâcher la phrase suivante. « Comment peux-tu être si cruel ? Ta femme aurait honte de toi en ce moment. » Un froid glacial m'a envahi la poitrine. Ma femme voudrait que je garde ma dignité. Au revoir, Barbara. J'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone face vers le haut sur la table et je l'ai vu s'allumer 2 fois encore avec ses tentatives de rappel. Je n'ai pas répondu. L'appartement a semblé particulièrement silencieux après cela. J'ai organisé la dernière chemise, l'ai fermée d'un coup sec et empilée avec les autres. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai observé la circulation du dimanche après-midi, les restaurants avec leurs braseros oranges sur les terrasses, les couples éclairés promenant leurs chiens. Le rythme quotidien de ceux qui ne passaient pas leur long week-end a ressassé des échecs familiaux. J'ai parlé à la pièce vide. Tout le monde croit que l'argent est synonyme d'amour. Personne ne se demande ce que vaut l'amour quand il n'y a pas de respect. Mon reflet dans la vitre paraissait plus âgé que 62 ans. Fatigué, mais pas vaincu. Il y avait une grande différence entre la fatigue et la reddition, et j'avais passé trop d'années à les confondre. Le lundi matin arriverait, l'avocat examinerait mes documents et nous commencerions le travail de démantèlement de ce que j'avais moi-même bâti. Le voyant de notification de mon téléphone clignotait sans cesse. D'autres messages que je ne lirais pas ce soir-là. Dehors, la ville continuait son week-end de déconnexion, ignorant la petite guerre domestique qui se livrait dans des messageries vocales et des enregistrements de sonnettes. Je me suis écarté de la fenêtre, je me suis préparé un dîner simple et j'ai mangé à la table où mon ordinateur et mon carnet attendaient la phase du lendemain. Le silence ne me gênait plus, il me donnait de la clarté. Le lundi matin est arrivé avec la netteté qui suit une décision irréversible. Je me suis douché, j'ai enfilé un pantalon gris foncé et une chemise. Tenue décontractée chic, l'uniforme d'un homme qui allait encore au bureau tous les jours et qui comprenait la différence entre le décontracté et le négligé. J'ai rangé mes documents dans la sacoche de cuir que m'avait offerte mon premier cabinet pour mon départ à la retraite, à l'époque où la retraite ressemblait à quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres. J'ai conduit de mon appartement jusqu'au Brotteau et je me suis garé dans un parking public près des galeries d'art. J'ai marché 3 rues sous l'air frais de décembre jusqu'au cabinet de maître Robert Lemaire, une modeste structure de 2 étages au design contemporain qui parvenait à paraître professionnelle et discrète à la fois. J'ai poussé la porte vitrée à 10 heures pile. La réceptionniste m'a guidé vers une salle de réunion où Robert m'attendait déjà. Il était plus jeune que je ne l'imaginais,
peut-être 45 ans, avec des lunettes à monture noire et une poignée de main ferme qui dénotait de la confiance sans aller jusqu'à l'arrogance. Monsieur Berger, asseyez-vous, je vous en prie. Je me suis assis face à son bureau. J'ai posé la sacoche sur mes genoux et ouvert la fermeture avec calme. Robert s'est installé dans son fauteuil, un bloc-notes devant lui et le stylo déjà décapuchonné. J'ai consulté les informations de base de votre formulaire de contact, a-t-il dit, mais j'aimerais voir les documents. Commençons par l'acte de la maison. Je les ai sortis de la sacoche et fait glisser sur le bureau. Il les a examinés avec la même attention que je reconnaissais dans mon propre travail, celle de quelqu'un qui sait exactement quels détails comptent. Il a pris quelques notes et cherché des informations précises. Les contrats de location des voitures, s'il vous plaît. Je les lui ai remis. Il a déployé le tout sur son bureau comme une main de poker, disposant les papiers pour pouvoir les voir tous en même temps. Il a passé près de 20 minutes à lire, comparer et jeter des coups d'œil occasionnels aux relevés bancaires que j'avais inclus pour démontrer l'historique de paiement de 8 ans. Quand il s'est enfin adossé à son fauteuil, son expression n'avait pas changé. Pure neutralité professionnelle, du genre qui fait que les bons avocats valent chaque centime. Monsieur Berger, juridiquement parlant, votre position ne pourrait pas être plus solide. Ils n'ont aucun bail écrit, aucun justificatif de paiement, aucun droit sur la propriété. La loi est très claire à ce sujet. J'ai parlé calmement. Combien de temps prendra la procédure d'expulsion ? De 30 à 60 jours s'ils coopèrent. S'ils décident de la contester, peut-être 90. Mais ils ne gagneront pas, ils ne feront que retarder l'inévitable. Quant au véhicule, vous pouvez résilier ces contrats de location dès demain si vous le souhaitez. Ils sont à votre nom. La société de financement les récupérera. Il m'a expliqué sa stratégie avec la même précision méthodique que j'employais en examinant mes propres dossiers. D'abord, nous enverrions un congé formel avec 30 jours pour libérer les lieux. Nous documenterions tout ce qu'il ferait en réponse, chaque appel, chaque message, chaque apparition à ma porte. S'il prétendait que j'avais verbalement accepté de les laisser rester indéfiniment, nous aurions une trace écrite prouvant le contraire. « Quand pouvez-vous envoyer le congé ?» ai-je demandé. « Je peux avoir le projet prêt pour mercredi et l'envoyer par coursier à leur domicile au plus tard jeudi. » Il m'a chiffré des honoraires initiaux de 5 000 €. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai sorti mon chéquier de la poche intérieure de la sacoche et rempli le chèque avec des gestes rodés. 40 ans à signer des chèques avaient rendu le mouvement automatique. Je l'ai détaché et fait glisser sur le bureau. Robert l'a examiné brièvement, puis m'a regardé de nouveau. Je vous recontacterai mercredi avec le projet pour que vous le relisiez. Je lui ai serré la main, récupéré mes documents et quitté son bureau avec le sentiment d'avoir bouclé n'importe quelle autre transaction professionnelle, ce qui était exactement ce que je venais de faire. De retour dans mon appartement ce soir-là, j'ai repris ma routine habituelle. Dîner, le journal télévisé, la pile de dossiers clients que j'avais rapportés pour les relire. Vers 21 heures, j'ai ouvert mon ordinateur pour vérifier mes courriels et j'ai vu le nom de Michel dans ma boîte de réception. Objet : Papa, je t'en prie. Je l'ai ouvert et j'ai lu 3 paragraphes d'excuses détrempées d'excuses. Laetitia avait trop insisté. Il aurait dû l'arrêter. Elle n'avait jamais voulu me blesser. Pourrions-nous nous asseoir et parler, s'il te plaît ? Il savait qu'il avait commis une erreur. Je l'ai relu 2 fois. J'ai analysé la rédaction soignée, la façon dont il se présentait en victime de l'influence de Laetitia, plutôt qu'en participant volontaire à mon exclusion. La demande d'une discussion qui évitait soigneusement toute reconnaissance réelle de ces années à recevoir sans dire merci. J'ai murmuré à l'écran. 8 ans trop tard pour cette conversation. J'ai déplacé le curseur jusqu'au bouton d'archivage et cliqué une fois. Le courriel a disparu de ma boîte de réception. Le mercredi s'est écoulé dans le calme. Le jeudi après-midi, j'étais dans mon bureau à examiner l'allocation d'un portefeuille quand le téléphone fixe a sonné comme un coup de tonnerre au milieu de la paix. « Monsieur Berger, il y a un homme dans le hall qui dit être votre fils et exige de vous voir. Il devient agressif. » J'ai regardé l'écran de mon ordinateur et basculé l'interface sur la caméra de sécurité de l'immeuble, un privilège réservé aux cadres de haut niveau, précisément pour des situations comme celle-ci. J'ai sélectionné la caméra du hall. Michel est apparu à l'écran, tournant en rond près des ascenseurs.
Ses gestes étaient erratiques et agités. L'agent de sécurité se tenait entre lui et les ascenseurs. Professionnel, mais ferme. On appelle la police ? A demandé l'agent au téléphone. J'ai vu Michel lever les mains. J'ai vu sa bouche bouger comme s'il criait. Je l'ai vu désigner les ascenseurs, l'agent, puis de nouveau les ascenseurs. Le désespoir était palpable même à travers l'image granuleuse de la caméra. Non, ai-je dit, escortez-le juste vers la sortie et ne le laissez pas revenir. Je suis resté à regarder la transmission de sécurité. Après avoir raccroché, j'ai vu 2 agents s'approcher de Michel. Je l'ai vu discuter en haussant les épaules exactement comme à la porte de mon appartement. Je l'ai vu finalement se tourner vers la sortie, encadré par la sécurité, tout son corps irradiant une fureur vaincue. Le hall a retrouvé son rythme habituel. Des gens entrant, sortant, traversant vers les ascenseurs. Rien de dramatique. Je suis revenu à mon tableur et j'ai parlé à voix basse à mon bureau vide. Tu voulais m'exclure de la table, Michel ? Bienvenue dans la même sensation. Le lundi matin est arrivé avec le poids de l'inévitable. J'étais à mon bureau, en train de rééquilibrer le portefeuille d'un client, quand mon mobile a sonné. Message de Robert Lemaire. Congé délivré, signé à 10h47. Le délai de 30 jours commence aujourd'hui. Je l'ai relu 2 fois. J'ai enregistré une capture d'écran dans le dossier que j'avais créé spécifiquement pour cette procédure. Documentation juridique, décembre. Je suis revenu au tableur sur mon écran. Le portefeuille demandait de l'attention. Madame Henriot avait 73 ans et une aversion au risque. Son placement avait trop dérivé vers les actions. J'ai noté la possibilité de transférer 15% vers des obligations. Le téléphone de mon bureau a sonné 40 minutes plus tard. Le numéro de Michel s'affichait. J'ai répondu, m'attendant à entendre sa voix. À la place, Laetitia a explosé dans le haut-parleur. « Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. On a des droits. Tu es un vieil homme cruel et on va te traîner en justice pour tout ce que tu possèdes. » Ces mots trébuchaient les uns sur les autres. Un mélange de fureur et de panique sur un ton strident. J'ai tenu le combiné un peu éloigné de mon oreille, attendant qu'elle s'arrête pour reprendre son souffle. Quand elle l'a enfin fait, j'ai parlé très calmement. « Tout est légal. Parle à ton avocat. » J'ai appuyé sur le bouton rouge. La ligne s'est coupée. J'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai cherché son numéro. J'ai sélectionné bloqué. Une petite fenêtre m'a demandé si j'étais sûr. J'ai confirmé. Son numéro a disparu de mes contacts disponibles. Le reste du lundi s'est passé sans incident. Appel de client. Révision de compte. Un déjeuner avec un prospect pour consolider ses fonds de retraite. Du travail normal, du genre qui m'avait fait vivre pendant 4 décennies. Les chiffres avaient du sens. Le risque était calculable. Les conséquences suivaient des schémas prévisibles, pas comme la famille, où 8 ans de paiement et de cadeaux ne vous valaient que du mépris et l'exclusion du dîner. Le mardi et le mercredi se sont déroulés de la même manière. Je n'ai eu aucune nouvelle de Michel ni de Laetitia. J'ai supposé qu'ils consultaient leur propre avocat, découvrant ce que Robert m'avait déjà prédit. Contester cela serait hors de prix et inutile. Le jeudi après-midi, je lisais chez moi quand on a sonné. Pas l'alerte de la caméra qui retentissait quand quelqu'un s'approchait de l'entrée de l'immeuble, mais la sonnette physique de la porte de mon appartement. J'ai vérifié la caméra de mon téléphone. Barbara était dans le couloir, seule. Elle avait l'air fatiguée, triste. Elle a levé la main pour sonner de nouveau. J'ai hésité à la laisser là, à laisser la caméra enregistrer une autre tentative de contact ratée, une autre pièce de preuve pour le dossier que Robert montait. Mais c'était Barbara, la mère de Joséphine, une femme qui m'avait tenu la main à l'hôpital, même quand elle savait que je n'avais pas été assez bon. J'ai ouvert la porte. « Bonjour Barbara. » Elle m'a regardé, les yeux rougis. « Je peux entrer, s'il te plaît ?» Je me suis écarté. Elle est entrée et je lui ai indiqué le canapé. Je me suis assis face à elle. La table basse nous séparait comme une barrière de négociation. Gardant une distance volontaire, elle s'est assise avec son sac serré sur les genoux, les mains pétrissant la lanière de cuir. « Guillaume, je t'en prie, les enfants vont perdre leur maison juste avant les fêtes. Michel a fait une erreur. Oui, mais les familles pardonnent. Tu ne te souviens pas à quel point ta femme tenait à la famille ? » Je l'ai laissé parler.
J'ai écouté tandis qu'elle déroulait chaque argument que j'attendais déjà. Que les petits-enfants allaient souffrir, que Michel était désolé, que tout le monde commet des erreurs, que la famille était censée être pour toujours. Pendant près de 2 heures, elle est restée assise là à déchiqueter un mouchoir en papier entre ses doigts. Sa voix alternait entre la supplication et le raisonnement. Je suis resté dans le fauteuil, les mains sur les accoudoirs, la posture droite mais pas rigide, attentif, impassible. Finalement, elle a eu recours à sa dernière arme, celle que je savais devoir arriver. Ta femme aurait le cœur brisé si elle voyait ça. Elle voudrait que tu sois la meilleure personne possible, que tu pardonnes. Je me suis penché en avant et j'ai parlé avec une intensité sereine. Ma femme voudrait que je garde ma dignité, Barbara. Elle ne voudrait pas que je sois un distributeur de billets. L'amour ne ressemble pas à ça. Mais Michel, il ne l'a pas fait avec de mauvaises intentions. Il m'a montré exactement ce que je représente pour lui. Une source de revenus, pas un père. Il y a une grande différence entre la famille et ceux qui vous exploitent. Elle s'est levée, mal assurée. Elle avait le visage trempé de larmes. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je l'ai raccompagnée à la porte. Je ne l'ai ni serrée dans mes bras ni consolée. J'ai ouvert la porte et hoché la tête une seule fois. Elle est sortie dans le couloir et j'ai refermé la porte avec soin dans son dos. L'appartement est redevenu silencieux. Je suis retourné à mon fauteuil, j'ai repris mon livre et tenté de retrouver la page où j'étais avant que la sonnette ne retentisse. Au début, les mots n'avaient aucun sens. Mes yeux parcouraient toutes les phrases, sans en absorber le sens. J'ai baissé le livre, regardé la porte fermée et parlé à l'appartement vide. Tout le monde confond le fait de tout faciliter avec celui d'aimer. Moi, je ne me souviens plus de cette confusion. La lumière de l'après-midi s'évanouissait derrière mes fenêtres. On entendait le bruit de la circulation. La télévision de quelqu'un résonnait faiblement au bout du couloir. Une publicité d'offres de fête. Des voix joyeuses, promettant les cadeaux parfaits. J'ai pensé au visage de Barbara en partant, à la douleur sincère qu'elle ressentait. Elle croyait aider. Elle croyait défendre les valeurs familiales. Mais des valeurs familiales sans respect mutuel n'étaient pas des valeurs du tout. C'étaient seulement des chaînes déguisées en liens. Le mercredi 18 décembre au soir, je terminais une réunion qui s'était éternisée quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Je l'ai ignoré. Le client avait besoin de mon attention plus que les messages entrants. Mais après la troisième notification en quelques minutes, j'ai baissé les yeux. 3 textos, tous de collègues. Des variations sur le même thème. Tu as vu ce qu'ils racontent sur toi sur Internet? La réunion s'est terminée à 18 heures. J'ai remercié M. Pasquier, les raccompagné à l'ascenseur, je suis revenu à mon bureau et j'ai enfin consulté mon mobile. 4 messages de plus étaient arrivés. 2 de connaissances de la chambre de commerce, un d'Étienne, mon voisin de bureau, un d'un ancien client. Tous posaient la même question. J'ai ouvert Facebook, une application que je ne consultais plus depuis septembre. J'ai navigué jusqu'au profil de Laetitia. Il était public, alors la publication a été facile à trouver. Posté à 15 heures. Mon beau-père nous met à la rue. Son propre fils, sa belle-fille et ses 2 petits-enfants, avec 30 jours de préavis juste avant Noël. Nous n'avons nulle part où aller. Je n'aurais jamais cru qu'une famille puisse être aussi cruelle. S'il vous plaît, priez pour nous. 47 commentaires, 23 partages. J'ai jeté un œil aux réponses. Des variations d'indignation et de pitié. Mon Dieu, quelle horreur! Quel genre de personne fait ça? Ces pauvres petits. J'ai fermé l'application. Je suis resté assis dans le fauteuil de mon bureau à fixer l'écran noir du mobile. C'était le changement de stratégie dont Robert m'avait averti. Quand les options juridiques échouent, les gens se tournent vers l'opinion publique, le tribunal des réseaux sociaux, à la place du tribunal de justice. J'ai ouvert ma galerie de photos, cherché les captures d'écran enregistrées en novembre. Les messages du groupe familial, l'exclusion de la part de Michel, les mots condescendants de Laetitia sur mon droit de m'asseoir à sa table. J'ai écrit des messages individuels à 2 collègues que je connaissais depuis 20 ans. J'ai joint les captures d'écran. Mon message était très bref. Voici ce qui a motivé ma décision. Je ne vais pas entrer dans un cirque public, mais vous me connaissez depuis 20 ans.
Vous pouvez juger par vous-même qui est déraisonnable. Envoyé aux deux. J'ai fermé mon téléphone, rassemblé mes affaires, et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas répondu aux autres messages, je n'ai rien publié. Je n'ai pas dignifié la mise en scène de Laetitia d'une réplique. Ceux qui me connaissaient se feraient leur propre opinion. Ceux qui ne me connaissaient pas pouvaient croire le récit qui les satisferait le plus émotionnellement. Le dimanche 22 décembre au matin, je lisais dans mon fauteuil quand la caméra de la sonnette m'a alerté. Pas la porte de mon appartement, mais l'entrée de l'immeuble. J'ai ouvert l'application. Michel, Laetitia et Barbara étaient dehors sur le trottoir. Ils ne s'approchaient pas de la porte. Ils restaient simplement plantés là, placés stratégiquement là où quiconque entrant ou sortant de l'immeuble pourrait les voir. Laetitia tenait Emma par la main. Michel portait Sacha sur ses épaules. J'ai posé le livre, préparé du café. Je me suis adossé dans mon fauteuil et j'ai vérifié la caméra de temps en temps. Ils sont restés 1 heure. Une réunion de famille soigneusement mise en scène qui, par pure coïncidence, avait lieu devant mon immeuble un dimanche matin, alors que les résidents entraient et sortaient, et que quelqu'un finirait sûrement par m'en parler, ou que je serais forcé de descendre et de les croiser. J'ai parlé à mon appartement vide, démasquant cette rencontre fortuite. J'ai géré des portefeuilles d'investissement pendant 30 ans. Je reconnais une mise en scène quand j'en vois une. Ils ont abandonné vers 11h30. Je les ai vus marcher vers leur voiture. Michel avait les épaules tombantes. Laetitia faisait des gestes brusques et accusateurs. Barbara les suivait de près, le regard vaincu. La veille de Noël est arrivée, le mardi 24 décembre. J'avais réservé au Cèdre, un restaurant de premier ordre qui restait ouvert pendant les fêtes. Je portais une veste décontractée et un pantalon foncé. Je suis arrivé à 18h et j'ai confié la voiture au voiturier avec un généreux pourboire. Le restaurant était à moitié plein. Des couples, des familles et quelques autres convives solitaires éparpillés dans la salle. J'ai demandé une table près de la fenêtre. J'ai commandé la spécialité du jour et sorti le livre que j'avais apporté. J'ai passé 2 heures là, lisant entre chaque plat, regardant le crépuscule teindre les monts du Lyonnais de tons cuivrés et pourpres, écoutant les conversations des autres tables, le murmure agréable des gens qui sentaient qu'ils appartenaient à un endroit. Personne ne m'a dérangé. Le serveur fut professionnel et discret. La cuisine fut excellente. Le vin s'accordait parfaitement à chaque service. J'ai réglé l'addition, souhaité de joyeuses fêtes au personnel et roulé jusqu'à chez moi par des rues désertes. Presque tout Lyon était à l'abri chez soi, en famille. La ville semblait silencieuse, propre, mienne. De retour dans mon appartement, j'ai enfilé des vêtements confortables et je me suis installé sur le canapé avec un documentaire sur le programme Apollo. Quelque chose sur des hommes qui ont quitté la Terre, voyagé jusqu'à la Lune, sont revenus et n'ont plus jamais été les mêmes. Mon téléphone a sonné vers 22h. Notification de message. Je l'ai pris, m'attendant à des vœux de Noël d'un collègue. À la place, j'ai trouvé une photo du numéro de Laetitia. Emma et Sacha étaient assis sur un canapé, tous deux avec une expression triste. Une tristesse artificielle, du genre que les enfants jouent quand les adultes leur demandent de faire une tête triste pour une photo. Mais une tristesse quand même. La légende disait « Ils demandent si grand-père ne les aime plus ». J'ai senti un nœud dans la poitrine. Ce fut la première vraie douleur que je ressentais depuis ce jour de novembre. Pas pour Michel ni pour Laetitia, mais pour ces 2 enfants qu'on utilisait comme des armes dans une guerre d'adultes qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mon pouce a flotté au-dessus du clavier. Je pouvais écrire quelque chose. Je pouvais essayer de leur expliquer. Je pouvais leur dire qu'il ne s'agissait pas d'eux, qu'il ne s'agissait pas d'un manque d'amour. Il s'agissait de limites, de respect et de conséquences face à la cruauté. Mais expliquer à Emma et Sacha signifiait interagir avec Laetitia, signifiait ouvrir une porte que j'avais délibérément fermée, signifiait lui donner ce qu'elle voulait. La preuve qu'elle pouvait encore m'atteindre, qu'elle pouvait encore me manipuler en utilisant la culpabilité et mes petits-enfants. Je suis resté à fixer la photo un long moment. Puis, délibérément, j'ai verrouillé l'écran du téléphone, l'ai posé face contre la table basse et j'ai parlé à voix basse à la pièce vide. « Je suis désolé, Emma. Je suis désolé, Sacha. Mais tout ça, ce n'est pas à cause de vous.
Le documentaire a continué sur ma télévision. Des ingénieurs résolvant des problèmes impossibles. Des astronautes apprenant à marcher sur une surface où aucun humain n'avait jamais marché. Des hommes prenant des décisions difficiles dans des situations sans précédent. Le téléphone est resté face contre la table. Le silence dehors. La nuit de Noël s'étendait sur la ville. Des familles ouvrant des cadeaux, mangeant des restes et se disputant pour savoir à qui revenait la vaisselle. Des rythmes domestiques normaux dans des espaces domestiques normaux. Moi, j'avais choisi autre chose. J'avais choisi les limites plutôt que l'appartenance, la dignité plutôt que le dysfonctionnement. Mais le choisir ne signifiait pas que ça ne faisait pas mal. Le lendemain de Noël, je me suis assis à la table de la salle à manger, le café refroidissant à côté de mon ordinateur. La photo d'Emma et Sacha était toujours dans mon téléphone, mais je ne l'avais pas regardée de nouveau. La manipulation restait de la manipulation. Peu importe combien d'enfants de 8 ans ont recruté pour le travail. J'ai ouvert le dossier où je gardais les contrats de location des voitures. J'ai retrouvé les 2 documents, celui de la Toyota et celui de l'Audi. J'ai lu les clauses de résiliation que j'avais surlignées en décembre. Le locataire principal pouvait résilier avec un préavis écrit de 7 jours. Les véhicules devaient être restitués, sous peine de saisie et de pénalité. J'ai rédigé 2 courriels, un pour Toyota Financial Services et un pour Audi, presque identiques. Résiliation formelle du contrat de location avec effet immédiat. Pièce d'identité jointe. Vérification de compte jointe. Clic sur Envoyer pour le premier. Clic sur Envoyer pour le second. Les confirmations sont arrivées en moins de 30 secondes. Je les ai transférées à Robert avec une brève note. Phase 2 lancée. Les véhicules seront récupérés le 3 janvier, conformément au contrat. Le reste de la semaine s'est écoulé dans cette étrange zone morte entre Noël et le Nouvel An. Le bureau était pratiquement vide. J'ai révisé des portefeuilles, rééquilibré des allocations, je me suis préparé à l'avalanche de janvier, quand les clients voudraient discuter de stratégie fiscale. Le matin du vendredi 3 janvier, j'étais à mon bureau quand mon mobile a vibré. Mouvement détecté à la propriété de Lyon. J'avais installé des caméras de sécurité en novembre quand j'avais compris que je pourrais avoir besoin de documentation. Le propriétaire a le droit de surveiller son investissement. J'ai ouvert l'application et regardé la transmission en direct, tandis qu'un camion plateau de dépannage reculait dans l'allée de la maison. La porte d'entrée s'est ouverte d'un coup. Laetitia est apparue en peignoir, la bouche déjà en mouvement et les mains s'agitant frénétiquement. « J'ai monté le volume. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma voiture. J'en ai besoin. Vous ne pouvez pas l'emporter. » Le chauffeur est descendu de la cabine, un type corpulent en bleu de travail avec une planchette à pince à la main. Il a marché vers elle avec la patience de quelqu'un qui a fait ça d'innombrables fois. « Madame, j'ai l'autorisation du titulaire pour récupérer ce véhicule. Le contrat a été résilié. Vous devez sortir tous vos effets personnels maintenant. » Elle s'est plantée devant la Toyota, littéralement entre le camion et le véhicule, comme si cela pouvait arrêter quoi que ce soit. « J'ai des enfants. Comment suis-je censé les emmener à l'école ?» Le chauffeur lui a montré les papiers, désigné des lignes précises. Même depuis la caméra, je pouvais voir son visage passer par une série d'émotions. L'incrédulité, la rage, le désespoir. Elle a sorti son téléphone de la poche du peignoir, commencé à composer. Probablement Michel, probablement moi, peu importait. Le chauffeur lui a donné 5 minutes pour sortir ses affaires de la voiture. Je l'ai vu ouvrir les portières d'un coup et en sortir des objets au hasard. Un pull, des jouets, un sac de course réutilisable. Puis il a hissé le SUV sur la plateforme et s'est éloigné. Laetitia est restée plantée dans l'allée avec ses affaires, regardant le camion disparaître au bout de la rue. Le samedi, l'Audi de Michel a suivi exactement le même chemin. J'ai regardé ça aussi. Un chauffeur différent, la même patience professionnelle. Michel a tenté de se planter devant la voiture, les bras ouverts, parlant très vite. Le chauffeur a passé un appel. Probablement à la société de financement, peut-être à la police. Michel a baissé les épaules, s'est écarté. L'Audi s'est volatilisé sur un autre camion plateau. Mon téléphone a commencé à recevoir des textos de numéros que je ne reconnaissais pas. Laetitia devait emprunter des téléphones maintenant que le sien était bloqué. Je les ai lus sans répondre.
Des variations de désespoir et de fureur. Puis j'ai ajouté chaque nouveau numéro à ma liste de blocage. La semaine, entre la récupération des véhicules et la date butoir de l'expulsion, a semblé plus longue qu'elle ne le fut probablement. J'allais au travail, je rentrais chez moi, je vérifiais les caméras de sécurité, voyant à l'occasion Michel et Laetitia charger des cartons dans un camion de déménagement qu'ils avaient loué. Le soir du jeudi 9 janvier, je me suis assis dans mon appartement obscur, seul avec la lueur de l'écran de mon ordinateur. J'ai ouvert la transmission de sécurité et vu Michel et Laetitia faire voyage après voyage. Cartons, meubles, lampes, tout ce qu'ils avaient accumulé pendant 6 ans à vivre sans payer 1 euro de loyer. Leurs mouvements étaient mécaniques, épuisés. Ils ne semblaient pas échanger un mot. Vers 21h, le camion de déménagement s'est enfin écarté du trottoir. Michel conduisait, Laetitia côté passager, tous deux le regard fixé devant à travers le pare-brise. La maison est restée vide sous la lumière des lampadaires. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis resté assis dans le noir un moment. J'ai ressenti du soulagement, pas du triomphe. Ce n'était pas une victoire. C'était seulement la fin d'une situation intenable. Comme quand on finit par vendre un mauvais placement. On ne le fait pas. On arrête simplement de perdre de l'argent. Le vendredi matin, j'ai conduit jusqu'à la maison. J'ai utilisé ma clé pour ouvrir la porte d'entrée. Le son a résonné dans l'espace vide. J'ai marché lentement dans chaque pièce. Mes pas sonnaient trop fort sur les parquets. La maison sentait les produits ménagers et l'abandon. Ils avaient essayé de la laisser présentable, probablement dans l'espoir que je ne leur facture pas de dégâts. Dans le couloir, j'ai trouvé des éraflures sur le mur. On aurait dit qu'un meuble avait griffé la peinture pendant le déménagement. Dans le salon, une tache sombre sur la moquette, près de l'endroit où s'était trouvé le canapé, probablement du café ou du vin, trop incrusté pour la nettoyer. J'ai pris des photos des deux, non parce que je comptais en faire quelque chose, juste comme documentation. La preuve de ce qu'ils laissaient derrière eux. Mon téléphone a vibré. Message de Robert. Expulsion terminée. J'ai répondu. Inspection de la maison faite. Quelques dégâts mineurs constatés. Quelle est la prochaine étape? Sa réponse fut rapide. Documentez tout, mais ne procédez pas à des réclamations financières. Ça aurait l'air mesquin et vindicatif. Vous avez déjà fait passer votre message. Laissez-les partir. Je l'ai relu 2 fois. Il avait raison. Les poursuivre pour une tache sur la moquette et quelques rayures gâcheraient tout. Cela ferait passer pour quelque chose de personnel, ce qui était une question de principe. Compris. Je passe aux étapes suivantes. J'ai fait un dernier tour de la maison vide. J'ai regardé par les fenêtres arrière le petit jardin qu'ils n'avaient jamais entretenu. J'ai vérifié le garage où se garait l'Audi de Michel. Tout creux, propre, prêt pour le chapitre suivant. J'ai fermé la porte d'entrée à clé. Je suis resté un moment sur le perron, les clés à la main. Ils avaient vécu ici 6 ans. Jamais payé de loyer, jamais entretenu la propriété, jamais remercié pour le cadeau qu'on leur avait fait. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à mon appartement. La maison resterait vide pour l'instant. Robert m'avait conseillé d'attendre quelques semaines avant de la mettre en vente, de laisser la poussière retomber, mais je finirais par la vendre. Je clorai ce chapitre complètement. Je m'assurerai que Michel et Laetitia comprennent qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Une semaine après le déménagement, j'examinais mon budget mensuel quand quelque chose a attiré mon attention. La section des prélèvements automatiques était presque vide. Le crédit immobilier annulé, les locations des voitures disparues, les primes d'assurance évaporées, les frais de scolarité effacés. J'ai ouvert un tableur, fait tourner les chiffres. 7 600 € par mois, qui restaient désormais sur mes comptes. J'ai mis à jour mes projections de retraite. J'ai vu les calculs d'intérêts composés s'ajuster à la hausse, satisfaisant d'une manière purement mathématique. 3e semaine de janvier. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Michel. J'ai failli laisser sonner jusqu'à la messagerie, mais quelque chose m'a poussé à répondre. La voix de Laetitia a explosé dans le haut-parleur avant que je puisse dire bonjour. « Guillaume, je t'en supplie, oublie tout le reste. Paie juste l'école des enfants. Emma et Sacha n'ont rien fait de mal. Ils ont besoin de leur éducation. On ne peut pas payer le 3e trimestre sans toi.
Je l'ai laissé finir. Sa voix s'accélérait sous la panique, les mots se bousculant les uns sur les autres. Quand elle a enfin fait une pause pour respirer, j'ai parlé calmement. Tu m'as dit que je ne méritais pas une place à ta table. Pourquoi devrais-je payer leur éducation? J'ai appuyé sur le bouton rouge. Le silence qui a suivi m'a semblé juste. Ce soir-là même, j'ai reçu une alerte de ma banque. Le nom de Michel y figurait. Il avait été l'un des bénéficiaires liés à un de mes comptes des années auparavant. La notification indiquait qu'il avait été inscrit au fichier des incidents de paiement de la Banque de France après plusieurs impayés. J'ai consulté les détails sans absolument rien faire. J'ai fermé l'application. Je suis revenu au livre que je lisais. Les conséquences financières se déroulaient exactement comme elles devaient, de manière inévitable. Quand on vit au-dessus de ses moyens et que votre filet de sécurité disparaît, les mathématiques deviennent impitoyables. Début février, j'ai reçu une enveloppe épaisse par la poste. L'adresse était écrite d'une calligraphie soignée et enfantine. Des dessins au crayon décoraient par les bords. Des fleurs, des cœurs et des bonshommes bâtons. Je l'ai ouverte debout près de la table de la salle à manger. J'en ai sorti une feuille à carreaux aux lettres claires. « Cher grand-père, s'il te plaît, pardonne à maman et à papa. Tu nous manques. Avec amour, Emma et Sacha. » Je l'ai levée à contre-jour. Les lettres étaient trop régulières, trop parfaites pour un enfant de 8 ans. L'espacement trop délibéré. La phrase « S'il te plaît, pardonne à maman et à papa », clairement adulte. Je l'ai rangée dans le dossier de documentation, pas à la poubelle. C'était la preuve que la manipulation continuait, que Laetitia utilisait encore les enfants comme des armes au lieu d'assumer sa responsabilité. J'ai parlé à voix basse à l'appartement vide. Se servir d'enfants de 8 ans comme d'armes? L'écriture ne ressemble même pas à la leur. Elle a vraiment cru que je ne le remarquerais pas? Je suis désolé qu'on t'ait mêlé à ça, Emma, mais tes parents ont besoin d'apprendre. À la mi-février, j'ai pris rendez-vous avec une conseillère immobilière. Patricia Moreau avait d'excellents avis et se spécialisait dans les biens de l'agglomération lyonnaise. Nous nous sommes retrouvés à son cabinet, au Brotteau. Elle a passé en revue les détails de la maison sur son ordinateur. 4 chambres, 3 salles de bain, garage pour 2 voitures. Emplacement privilégié, bien entretenu. C'est une propriété magnifique, monsieur Berger. Excellent emplacement, en parfait état. On ne devrait pas avoir de mal dans cette fourchette de prix. Puis-je vous demander si le produit de la vente sera réinvesti dans un autre bien? Ma réponse fut simple. Non, je simplifie mon patrimoine. C'était un investissement qui n'a pas fonctionné. Elle a hoché la tête. Elle comprenait que parfois, les biens d'investissement ne portent pas leurs fruits. Elle n'avait pas besoin de savoir que l'investissement avait été dans la famille, pas dans l'immobilier. J'ai signé le mandat de vente, 1 100 000 €, un peu au-dessus du marché, mais la maison le justifiait. Patricia m'a dit qu'elle poserait le panneau dans quelques jours et que les photos seraient en ligne pour le week-end. Avant de rentrer, j'ai appelé Robert. « Vous êtes sûr de vouloir vendre ?» m'a-t-il demandé. « Une fois vendu, il n'y a plus de retour en arrière. » J'en suis sûr. Ils doivent comprendre que cette porte est fermée pour toujours. Pas de réconciliation, pas de seconde chance. C'est terminé. Il est resté silencieux un instant, puis a répondu. « D'accord. Vous avez été cohérent depuis le début. Je respecte ça. » Après l'appel, j'ai roulé devant la maison une dernière fois. J'ai ralenti en approchant. Le panneau, à vendre, n'était pas encore posé, mais il le serait bientôt. La maison paraissait vide, abandonnée, même depuis la rue. On sentait que la vie ne l'habitait plus. La pelouse aurait eu besoin d'être tondue. Les volets étaient ouverts sur des pièces vides. Le garage où se garaient 2 véhicules n'était plus que du béton nu. Je ne me suis pas arrêté, j'ai juste ralenti, noté les détails et continué de rouler. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement, fenêtres ouvertes sur le froid de février. Les bruits de la ville montaient jusqu'à moi. La circulation, des conversations lointaines, de la musique, la vie urbaine normale. Mon téléphone reposait sur la table basse, sombre et silencieux. Plus d'appels désespérés, plus de textos manipulateurs, plus de photos de petits enfants tristes. Laetitia était à court de stratégie, où elle avait enfin accepté que rien ne marcherait.
Les mathématiques de leur situation étaient brutales et simples. Michel gagnait 55 000 euros par an, soit environ 3 200 euros net par mois. Leur nouveau loyer, dans une commune plus éloignée comme Vénissieux, était de 1 100 euros. En ajoutant les charges, la nourriture, l'essence pour les trajets de Michel, les assurances de base, les téléphones, on arrivait à 2 500 euros de coûts fixes au minimum. Cela leur laissait 700 euros par mois pour tout le reste. Zéro école privée, zéro voiture de luxe, zéro train de vie auquel ils s'étaient habitués. Et maintenant, les sociétés de recouvrement appelaient pour la dette de la carte de crédit de Laetitia. 10 000 euros qu'ils ne pouvaient pas payer, leur capacité d'emprunt s'effondrant. Les prêts futurs coûteraient plus cher. Les locations futures exigeraient des cautions plus élevées. La cascade de conséquences avait déjà sa propre dynamique. Je ne forçais rien, j'observais simplement la gravité agir sur une structure que j'avais cessé de soutenir. J'ai pensé à Emma et Sacha. J'espérais qu'ils seraient résilients. J'espérais que les écoles publiques les traiteraient bien. J'espérais qu'avec le temps, ils comprendraient que ce sont les décisions de leurs parents qui avaient créé cela, pas les limites de leur grand-père. Mais cela prendrait des années. Pour l'instant, ce n'étaient que des enfants déboussolés se demandant pourquoi tout avait changé. Cette partie-là ne me faisait pas du bien. Ça ne m'en ferait jamais. Les enfants étaient toujours les victimes collatérales du dysfonctionnement des adultes. J'avais essayé de l'éviter en finançant leur train de vie, mais la seule chose que j'avais accomplie était de retarder l'inévitable et d'encourager l'irresponsabilité de leurs parents. Parfois, l'acte le plus bienveillant est de cesser d'être bienveillant d'une manière qui entretient la dépendance. J'ai fermé les fenêtres. L'appartement est redevenu silencieux. Mon compte de retraite était plus sain que depuis des années. Mon niveau de stress avait baissé. Mon respect de moi-même, restauré. J'avais payé des prix, oui. L'éloignement d'un fils qui avait montré son vrai caractère. La distance avec des petits-enfants utilisés comme des pions. Le jugement de ceux qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Mais j'avais déjà payé des prix plus élevés auparavant. Je les avais payés tous les mois pendant 8 ans. Je les avais payés avec mon indignité, mon amour-propre, l'érosion lente de savoir qu'on m'utilisait. Ce prix-ci, la solitude, le jugement, l'irrévocable, étaient au moins honnêtes. Fin février, je révisais des portefeuilles trimestriels de clients quand mon mobile a vibré. Sécurité de l'immeuble. « Oh, monsieur Berger, votre fils est de nouveau dans le hall, exigeant de vous voir. On devrait appeler la police cette fois. » J'ai basculé mon écran sur la transmission de sécurité. Michel, tournant en rond près des ascenseurs, gesticulant vers l'agent, le visage rouge, la chemise froissée. Il avait l'air d'un homme qui tenait à peine debout. « Non, escortez-le juste vers la sortie. Documentez l'incident. » Je l'ai vu discuter 1 minute de plus avant que la sécurité ne le guide vers la porte. Les épaules tombantes. Vaincu. J'ai ressenti de la pitié, mais elle était distante, clinique, comme regarder un étranger se débattre avec un problème qu'il avait lui-même créé. Cet après-midi-là, un courriel est arrivé. Objet. Tu nous détruis. Je l'ai ouvert. J'ai lu les accusations de Michel. Ma soif de vengeance, comme les petits-enfants souffraient, comme il disait à tout le monde la vérité sur le genre de père que j'étais. Je l'ai archivé sans répondre. Qu'ils disent à qui ils voulaient. Ceux qui me connaissaient se feraient leur propre opinion. Le 1er mars, j'ai conduit jusqu'au café où Barbara avait demandé à me voir. Elle était déjà là, les mains agrippées à une tasse, les yeux rougis d'avoir récemment pleuré. « S'il te plaît, Guillaume, pour le bien de ma fille, il doit y avoir un moyen d'arranger ça. » Je me suis assis, j'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier de capture d'écran gardé depuis novembre et fait glisser l'appareil sur la table. Elle a lu les messages du dîner, l'exclusion par Michel, les mots de Laetitia sur le fait de mériter le droit de m'asseoir à sa table. J'ai vu son visage se transformer, passant de la supplication à la stupéfaction. 8 ans, ai-je dit à voix basse. Plus de 90 000 euros par an, et je ne méritais même pas une invitation à dîner. J'ai fait défiler l'écran pour montrer d'autres preuves. Les relevés bancaires montrant les paiements, les contrats de location à mon nom, l'acte de la maison, chaque document présenté avec la précision d'une réunion financière. Barbara s'est mise à pleurer,
la main à la bouche. Je ne le savais pas. Michel m'a dit que tu leur avais coupé l'argent sans raison, que Laetitia essayait de t'aider à gérer tes finances et que tu t'étais énervé. Ça, ai-je dit en désignant le téléphone, c'est complètement différent. Ils m'ont exclu du dîner, puis m'ont dit que je devais mériter le droit pendant que je payais pour tout. Elle a essuyé ses larmes. Ma fille aurait tellement honte de ce qu'est devenu Michel. Elle s'inquiétait toujours qu'il dépende trop de toi, que tu sois trop généreux. Elle avait raison. J'ai pris son poignet et l'ai touché doucement. Je ne te blâme pas, Barbara. Tu ne savais pas, mais je ne laisserai plus personne me manipuler. Pas même les gens que j'aime. Ta fille comprenait ce qu'était la dignité. Elle voulait que je garde la mienne. Elle a hoché la tête et serré ma main. Les alliances ont changé à cet instant, non pas contre Michel, mais en faveur de la vérité. À la mi-mars, mon téléphone a sonné. Patricia Moreau. Monsieur Berger, excellente nouvelle. Nous avons une offre acceptée. 1 100 000 €, paiement comptant. Signature dans 30 jours. Je l'ai remercié. J'ai mis fin à l'appel, suis resté assis dans le fauteuil de mon bureau à l'assimiler, et ainsi le dernier maillon physique s'est rompu. Une fois la vente conclue, il me restait un peu plus de 700 000 € nets après les impôts. J'ai rencontré mon conseiller financier et placé l'argent en obligations et en actions à dividendes. Conservateur, stable, finançant ma retraite, pas le train de vie de qui que ce soit d'autre. En avril, Michel a reçu une assignation en justice. L'organisme de la carte de crédit le poursuivait pour une dette initiale de 10 000 €, plus les intérêts et les pénalités. Le juge a ordonné une saisie de 25% de son salaire. Je ne l'ai pas appris par Michel, mais par l'alerte de ma banque qui montrait encore les comptes liés d'il y a des années. J'ai vu l'alerte sans aucune émotion. La cascade de conséquences avait déjà une vie propre. Début mai, le lieutenant Roussel de la police m'a appelé. « Monsieur Berger, nous devons vous poser quelques questions concernant une plainte déposée par Laetitia, pour abus de faiblesse. » J'ai gardé mon calme. Je vais faire en sorte que mon avocat vous contacte avec toute la documentation pertinente. C'est une accusation mensongère. J'ai tout envoyé à Robert. 2 jours plus tard, Roussel a rappelé. « Monsieur Berger, nous avons tout examiné. Aucune enquête n'est nécessaire. Désolé pour le dérangement. » Cette plainte mensongère a détruit la moindre once de sympathie qu'il pouvait me rester pour Michel et Laetitia. Déposer une plainte officielle avec des mensonges démontrables n'était pas seulement désespéré, c'était destructeur. Les gens restés neutres comprenaient désormais qui avait réellement tort. Robert m'a rappelé ensuite. Déposer une fausse plainte fut une très grave erreur de sa part. Elle a laissé une trace officielle de sa malhonnêteté. S'il tente quoi que ce soit d'autre, nous pourrons porter plainte pour harcèlement. « Laisse tomber », ai-je dit. « Ils se détruisent tout seuls, sans mon aide. » Juillet est arrivé, chaud et dégagé. La maison vendue, les véhicules récupérés, les prélèvements automatiques relégués au passé. Apparemment, la relation de Michel et Laetitia se désagrégeait sous la pression financière et émotionnelle. Je ne suivais plus les détails. Inutile. Mission accomplie. Ce n'était pas une vengeance, seulement des conséquences et des limites respectées. Un soir, je me suis assis sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil sur les monts du Lyonnais. Mon téléphone affichait le solde de mes investissements. Sain, en croissance, sûr. Mon agenda montrait des rendez-vous clients et une réservation pour dîner dans un restaurant que je voulais essayer. Une vie normale, la mienne, celle de personne d'autre. La satisfaction n'était pas du triomphe, ni de la joie. C'était seulement de la paix, en sachant que j'avais récupéré quelque chose que j'avais cédé avec trop de facilité. Ma dignité, mon autonomie, mon droit d'être traité avec un respect élémentaire. La justice, je l'ai appris, ne consiste pas à punir. Elle consiste à refuser de participer à sa propre exploitation, à tracer des lignes et à les tenir, même quand les gens pleurent, menacent ou tentent d'utiliser les enfants comme des armes. Le 1er août est arrivé, la chaleur du matin pointant déjà. J'étais à la table de la salle à manger avec mon café, l'ordinateur ouvert, parcourant des courriels, des rapports trimestriels, des confirmations de réunions, des spams sur des garanties auto-étendues, et puis le nom de Michel dans ma boîte de réception. Objet. Maintenant, je comprends.
J'ai failli le supprimer sans le lire. Failli. Mais le curseur a hésité. J'ai cliqué. Papa, maintenant je comprends. On s'est trompé. Je me suis trompé. Je ne te demande pas pardon parce que je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que je ne te blâme plus. Tu as fait ce que tu devais faire. J'essaie d'être meilleur pour Emma et Sacha. Pas de signature, pas de « je t'aime, Michel ». Juste ces mots. Je l'ai relu 2 fois. J'ai laissé le curseur flotter au-dessus de « répondre ». J'ai commencé à écrire « j'apprécie que tu… ». J'ai effacé, recommencé par « merci de… ». Je me suis arrêté de nouveau. Finalement, j'ai fermé le courriel sans répondre. Je l'ai déplacé dans le dossier intitulé « Archives », pas à la corbeille. J'avais reçu ma confirmation. Aucune réponse n'était nécessaire. 10 jours plus tard, Barbara a appelé. Elle m'a demandé si je voulais prendre un café dans notre lieu habituel. Nous avions rétabli notre relation après la révélation de Mars. Désormais, nous nous voyions chaque mois pour un café. Elle m'a raconté que Michel travaillait jusqu'à l'épuisement. 2 emplois, un poste de support technique le jour et l'entrepôt Amazon la nuit. Laetitia lui avait demandé le divorce. Elle était partie s'installer chez sa mère, à Bordeaux. J'ai posé ma tasse. Comment le vit-il? À peine, mais il essaie. Il a les enfants le week-end. Il est noyé sous les dettes, mais il ne te demande rien. Il m'a demandé de te dire qu'il essaie. Pas pour que tu lui pardonnes, juste pour que tu le saches. J'ai sorti mon mobile, j'ai cherché une photo d'il y a des années. Michel, adolescent souriant aux côtés de sa mère, à la remise de son diplôme. Je l'ai montré à Barbara. C'est le fils dont je me souviens. J'espère qu'il retrouvera cette personne. Elle a hoché la tête. Nous sommes restés dans un silence confortable un moment, puis elle a demandé, avec prudence, « Barbara, je sais qu'Emma et Sacha te rendent visite le week-end. Serait-il possible, pas maintenant, mais un jour, de les voir chez toi ?» Pas dans le cadre d'une réconciliation avec Michel, juste séparément. Elle a tendu la main et serré la mienne. Je crois que ce serait bon pour tout le monde. Michel ne s'y opposera pas. Il sait qu'il a détruit cette relation et les enfants ont besoin de bonnes personnes dans leur vie. Le week-end suivant, j'ai conduit jusqu'à chez Barbara. J'apportais un sac avec un jeu de société sur les trains. Adapté à leur âge, amusant. Emma et Sacha étaient au salon quand je suis entré. Ils se sont figés. « C'est l'ami de mamie », a dit Barbara avec douceur, sans forcer l'étiquette de grand-père. En moins d'1 heure, nous étions assis en tailleur par terre. Un peu dur à 62 ans, mais ça valait la peine de jouer. J'ai passé les dés à Emma. J'ai montré à Sacha comment compter les cases. J'ai laissé l'après-midi se dérouler naturellement. Au milieu de la partie, Emma a levé les yeux. « Mamie dit qu'avant, tu venais à tous nos spectacles à l'école. Pourquoi tu as arrêté ?» J'ai regardé Barbara. Elle m'a fait un petit signe d'assentiment. « La vie c'est compliqué, ma puce, mais je suis très heureux d'être là maintenant. » Sacha, concentré sur son pion, a demandé « Tu peux venir le week-end prochain aussi ?»« On verra, mais ça me plairait beaucoup. » La partie a continué. Des rires, des conversations simples, sans aucun autre objectif que d'être présent. En partant, Emma m'a fait un câlin. Sacha m'a dit au revoir de la main, depuis derrière la jambe de Barbara, encore timide, mais en train de prendre confiance. J'ai conduit jusqu'à chez moi en ressentant quelque chose d'inattendu. Ni triomphe, ni revanche, juste de la paix. Le dernier soir d'août, je me suis tenu sur la terrasse, un thé glacé à la main, regardant le soleil se cacher derrière les montagnes. Le téléphone affichait mon tableau de bord financier. Les comptes de retraite, sains, les réserves de liquidité, solides, le budget mensuel, clair et simple. 9 mois depuis ce dîner. 9 mois depuis le message me disant que je n'avais pas mérité le droit de m'asseoir à leur table. J'ai pensé brièvement à Michel dans l'entrepôt, à Emma et Sacha dans une école plus petite. Je n'ai ressenti ni culpabilité ni réjouissance, seulement l'acceptation des conséquences et des limites que j'avais tenues. Je suis passé à la galerie de photos. J'ai retrouvé l'image prise chez Barbara. Les enfants et moi riant autour du jeu de société. Je me suis permis un petit sourire. Je n'avais pas récupéré ma famille. Ce n'était plus l'objectif, mais je m'étais récupéré moi-même. Ma dignité, mon autonomie, mon droit d'être traité avec un respect élémentaire.
Les gains de la vente reposaient en sécurité dans des fonds prudents. Plus de paiements parasites saignant mes comptes. Plus de textos manipulateurs à minuit. Plus de photos de petits-enfants tristes conçus pour utiliser mon amour comme une arme. Seulement ma vie, propre, simple, mienne. Le ciel s'est teinté d'ambre et de rose. La ville à mes pieds a commencé sa transformation nocturne. Les lumières s'allumant, les schémas de circulation changeant, les gens rentrant du travail ou sortant dîner. J'ai parlé à voix basse à la terrasse vide. 9 mois, mais on dirait plus longtemps. On dirait une vie complètement différente, plus tranquille. Je n'ai pas besoin qu'ils me demandent pardon. J'avais juste besoin qu'ils cessent de me prendre des choses. Et ils l'ont fait. Michel apprenait ce qu'étaient les conséquences. Travaillant à 2 emplois, gérant des dettes, étant père pratiquement seul après que Laetitia eut abandonné le navire. La même paternité solitaire que j'avais connue après la mort de Joséphine, même si la mienne était due à la mort, pas à un choix. Peut-être s'en sortirait-il mieux. Peut-être retrouverait-il cet adolescent de la photo, celui qui avait du potentiel, avant que le sentiment d'avoir droit à tout et la manipulation ne devienne son système d'exploitation. Ou peut-être pas. De toute manière, ce n'était plus ma responsabilité. Je lui avais donné des avantages, une éducation, un soutien, un logement gratuit, des voitures, des frais de scolarité. Il les avait transformés en attentes, en droits intouchables, puis utilisés comme des armes quand je n'avais pas répondu à ce qu'ils attendaient hors de moi. Le crépuscule s'est approfondi. Les montagnes sont devenues pourpres dans la lumière déclinante. Des milans traçaient des cercles dans les courants ascendants, chevauchant l'air avec une grâce naturelle. J'avais passé 40 ans à bâtir ma sécurité financière. 8 de ces années, j'avais saigné de l'argent pour le train de vie de Michel et Laetitia pendant qu'ils me traitaient avec mépris. Maintenant, l'hémorragie s'était arrêtée, la blessure cicatrisait, et le tissu de la cicatrice était plus solide que la peau d'origine. Le téléphone a vibré. Message de Barbara. Les enfants demandent quand tu reviens. Tu travailles samedi prochain? Ai-je répondu. On sera là. J'ai posé le mobile. J'ai vu le dernier rayon de soleil disparaître derrière les montagnes. Le ciel a flamboyé d'un orange éclatant, puis s'est éteint dans un bleu profond. La justice n'était pas une vengeance, pas une punition. Il ne s'agissait même pas d'avoir raison. C'était simplement refuser de financer son propre manque de respect, tracer des limites, les tenir et vivre selon ses propres termes, même quand ceux qu'on aimait tentaient de les dicter par la manipulation et la culpabilité. J'avais tracé ces lignes, je les avais tenues, et j'avais récupéré ma vie. La terrasse commençait à fraîchir. La brise du soir apportait l'odeur de la pluie et des platanes. À l'intérieur, mon appartement m'attendait, silencieux, ordonné, en paix. Demain, il y aurait des rendez-vous clients, des révisions de portefeuille, peut-être un déjeuner avec un collègue. Une vie normale, douce. J'avais été trop occupé à aider les autres à vivre pour m'habiter pleinement moi-même. J'ai fini mon thé, pris le téléphone, jeté un dernier regard à la photo d'Emma et Sacha riant autour du jeu de société. Puis je me suis retourné et je suis rentré, fermant la porte vitrée de la terrasse. Le coucher de soleil a continué sans moi. Magnifique, indifférent, exactement comme il devait l'être. Si cette histoire a éveillé quelque chose en toi, laisse ton pouce bleu sur la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et partage ce que tu en penses en commentaire. Pour écouter la prochaine histoire au coin du feu, clique sur l'encadré à gauche. Merci de ton écoute.